Hey Jo, Ouais. tu connais American Hunting? Bonjour à tous, bienvenue sur TCP, la version audio de ma page Instagram Tu connais ce film d'horreur. Et ça commence tout de suite. Alors, American Hunting est un film sorti en 2005, américain, anglais, canadien et roumain. Ah oui, c'était sponsorisé par Benetton, quoi. Exactement. Réalisé par Courtney Solomon, qui a réalisé aussi Donjons et Dragons Waouh. et Getaway. Waouh. Après, il a plus été producteur de pas mal de trucs. Mais ce qu'on peut retenir de sa réalisation, c'est 3 films. Mais je crois qu'il sera producteur, il me semble, du prochain The Stranger. Ouais, un des producteurs. Donc, quelque part, bon, heureusement qu'il existe. Pour ça, oui. Et pour ce film, hein, qui était pas si mal. Bon, après Donjons et Dragons et The Getaway. Alors, Donjons et Dragons, c'est assez connu. Getaway, je connais pas du tout. Ah, j'ai pas dit que c'était pas connu, hein, je parlais de la qualité. Ah. Bon, alors, par contre, c'est vrai qu'on est quand même sur un casting un petit peu inconnu. Non, du tout, ouais, quand même. Ah bon? Tu m'en diras tant. Dis-moi tout. On a quand même Donald Sutherland. Alors, Donald Sutherland. Non, je vais être décevant sur ce coup-là. C'est quand même le père de Kiefer Sutherland. Alors, oui, ça a été son plus beau rôle d'ailleurs. Non, mais il a fait quand même beaucoup de choses. Non, mais je sais bien, il a fait. Non, mais quand je dis que je dis que je vais être décevant, c'est que en fait, il a joué dans JFK. Oui. Aux côtés de Sissy Spacek, d'ailleurs. Il jouera aussi dans ce film. Il a joué dans Hunger Games. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, je veux dire, voilà. Mais moi, je ne le retiens. Orgueil et préjugés. Non, haute sécurité avec Stallone. Ah bah évidemment. C'est mon petit plaisir coupable. Ah ouais. Over the top et haute sécurité. Moi j'aime bien. Ouais. J'ai rien dit. Tu fais bien. Il a eu un petit rôle, enfin c'était le père de Charlize Theron dans Braquage à l'italienne, si je me souviens bien. Ouais, exactement. Ouais. Alors il a joué aussi dans un film qui m'a traumatisé. De mémoire, hein. Je crois que c'est lui. Donc peut-être que je vais dire une connerie, mais c'est pas grave, je l'assumerai. Je crois qu'il joue dans Johnny s'en va en guerre. D'accord. Ce film où on retrouve un soldat qui n'a plus de jambes ni de bras, qui est aveugle, sourd, muet. Ouais, c'est le pire film. Enfin, je l'ai pas vu, mais tu me l'as raconté. Moi, il m'a traumatisé. Je l'ai vu adolescent. C'est traumatisant. Ouais, c'est une horreur. Et il joue dedans, je crois. De mémoire. Ouais. Il joue bien dedans. Enfin bref, c'est un film où qui nous fait bien comprendre que la vie, quand même, c'est un peu de la merde. Hein. Ah, de ouf, c'est complètement de la merde. Et du coup, il joue le rôle de Dalton Trumbo. Jésus-Christ. Oui, non, mais l'autre, il a des délires. Ah, d'accord. Il a plus que ça, en fait. Ah oui, oui. Il a que ses voix. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais plus de bras, plus de jambes, donc j'étais sourd, muet et aveugle. Évidemment. J'avais plus que mon imagination. Hein. C'est sûr. Enfin, bref, on est quand même sur un acteur avec un beau palmarès. Ah, oui, quand même. Donc, relativement connu, manifestement. Hein. Voilà. Rien que sa tête, tu la reconnais. D'ailleurs, il joue aussi un petit rôle dans une comédie.
Mais vraiment petit parce que il meurt presque au début du film. C'est Comment tuer son boss. D'accord. Je te fais confiance parce que moi les comédies. Non, je sais. Mais oui, il joue le patron d'un des employés qui aimerait bien tuer son boss. Mais pas ce boss-là. Il voulait pas qu'il meure, lui. Mais c'est ça qui meurt au début. Et alors après Donald Sutherland, moi il y a cet autre truc que des fois j'ai tendance à le confondre avec Malcolm McDowell. Pour moi, Donald Sutherland, c'est un peu le même, mais en moins malsain. Je sais pas pourquoi, je les confonds tous les deux. Ah ouais. À chaque fois, j'ai un temps de réflexion pour me dire, ah ouais, c'est lequel. D'accord. Ouais, j'ai ces deux visages qui se superposent un peu. Mais moi, je trouve qu'il a quand même le fils lui ressemble beaucoup, du coup, Ah, c'est clair que Kiefer, il ressemble plus à Donald qu'à Malcolm. Voilà. Ouais. Ah bah on est sur un podcast culturel, je veux dire. Bon, sinon qui c'est qu'on a d'autres? Bah on a Cécile Spacek. Je ne ferai pas la veine. Vas-y, fais-la parce que tu me l'as fait toute la semaine. Elle est mouillée? Elle est Spacek? Voilà, c'est fait. Mais vous l'endurez qu'une fois, elle l'endurez toute la semaine. C'est ça. Exactement. Mais je me plains pas, j'ai rien. Bon, on va quand même la présenter. Bah, c'est Carrie. Voilà. Bon, après, c'est Carrie, quoi. On est d'accord qu'à part ça, elle a fait des trucs, mais c'est pas violent. Elle a joué dans JFK. Ouais, tu l'avais retenue dans JFK? Pas du tout. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, elle est connue pour Carrie, mais c'est qu'après, elle a eu quand même une carrière. On a regardé, hein, elle a tourné tout le temps, mais pas des trucs hyper connus ou des rôles transcendants comme Carrie, quoi. Non. Mais elle a un rôle dans la première saison Castle Rock. Bon, je sais, il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce que c'est trop fan dans ta gueule. Mais moi, je l'ai bien aimé. Les deux saisons étaient différentes et moi, les deux saisons m'ont plu. Ouais, bah fan dans ta gueule. Alors moi, je l'ai pas vu parce que je suis pas un fanboy de Stephen King. Ouais, mais moi non plus, j'aime bien, mais voilà, sans plus, franchement, c'était pas mal. La première saison, en plus, il y a Bill Skarsgård. Ouais, bah voilà, c'est bon, tu l'as vendu. On te vendrait une merde avec Bill Skarsgård. Ah non, mais j'aime bien. Non, mais voilà, je suis pas un fan de Stephen King, il y a des trucs que j'aime bien. Mais voilà, oui, les petites toutes les références qu'il y a dedans, ça fait sourire. Tu dis, ah oui, ça c'était dans ce livre-là, ça c'était là-dedans. Ouais. Non, mais c'est surtout que les fans de Stephen King sont les premiers à chier sur les films après en disant c'est pas du tout comme dans le roman. Ouais. Et si c'est trop comme dans le roman ou comme dans les histoires, bah là ça va pas non plus. Oui, donc les fans de Stephen King, vous nous faites chier. D'accord. Que ce soit Donald Sutherland, bah il joue très très bien dedans. Dans celui-là. Et si, elle joue très très bien. Elle est beaucoup moins flippante que dans Carrie. Oui, elle joue pas une psychopathe, donc... Non, mais je trouvais que déjà, elle était chelou. Gamine, elle fait vieille dans Carrie, déjà. Oui. Alors que là, elle est vieille et elle fait vieille. Donc tout va bien. C'est vrai qu'elle a un physique assez atypique. Enfin, son visage. Mais elle est plutôt agréable à l'écran, là. Oui. Elle est pas chiante. Ouais, très bien. Qui d'autre? Pour la fille, il y a Rachel Hurd-Wood. Bon, là, on a quitté déjà, de son jeune âge déjà, fait qu'elle peut pas avoir une longue carrière. Et après, je sais pas du tout si elle a fait autre chose. Elle a joué pour moi ce qui est une des meilleures adaptations de Peter Pan, qui se rapproche vachement du dessin animé Disney que j'aime beaucoup. Ah oui, donc donc c'est la meilleure adaptation adaptée du Disney. Voilà, on est d'accord. Parce que Peter Pan, d'après ce que je sais, c'est pas super gay, en fait. C'est plutôt glauque. Oui. Mais là, oui, voilà. C'est comme le Disney, mais en film. Et c'était sympa. D'accord. Et donc, ouais, elle joue Wendy dedans. Elle jouait aussi... Elle a eu un rôle dans Le Parfum. Ok. Je l'ai pas vu, Le Parfum. Mais pourtant, c'est un film qui m'a toujours tenté, mais je l'ai pas vu. Franchement, déjà, si t'as l'occasion de lire le livre... Non, j'aurais pas l'occasion. C'était un de mes premiers livres interdits quand j'étais gamine et il m'a beaucoup marqué. Ah ouais. Moi, c'était les Playboy cachés sous le lit de mon daron. Oui, non, moi, j'avais pas ça. Mais ma mère lisait énormément ce livre tout le temps. Elle lisait tout le temps ce livre. Et j'étais intriguée. Elle me disait non, tu le liras pas maintenant. T'es trop jeune.
Et du coup, en cachette, je le lisais. Et t'étais trop jeune? Ah, pour des trucs, ouais, j'étais trop jeune. C'est un tueur en série, mais qui a un problème avec les odeurs et la peau. Mais c'est un très beau film. L'adaptation est pas mal. D'accord. Okay. Mais le livre est beaucoup mieux. Mais, ouais. C'est un livre allemand. T'aimes bien l'Allemagne, toi? Bah ouais, moi j'aime bien. Non, mais c'est vrai, j'aime bien le cinéma allemand, la musique allemande. Ouais, mais c'est vrai. Il y a qu'une période de l'Allemagne où bon, je suis un petit peu plus réticent, mais sinon le reste, c'est pas. Non, mais il est très bien écrit. Au début, c'est vrai que quand t'es gamine, tu comprends pas tout. Mais je l'ai relu après. Bon, première reco, le parfum. Ouais. Et ensuite, on a James Darcy. Alors lui, moi je le retiens essentiellement dans Lesbi Cop, une comédie. Ah oui, alors, celle-là, tu me l'as fait voir. Ouais. Ok, je valide. C'est un peu con, mais c'est marrant. Des comédies que tu m'as fait découvrir, c'est pas celle que je préfère. Par contre, non, c'est vrai qu'elle est pas mal. Il joue le méchant. Mais j'ai pas souvenir. Hein. J'ai déjà pas souvenir des deux gentils. Il joue aussi dans Master and Commander. Alors de nom, mais ça m'a jamais tenté. C'est avec Russell Crowe. Oui, non, mais c'est de la bataille navale, mais ça m'a jamais. Ouais, ça m'a jamais tenté. Mais c'est sûrement très bien. Oui, sûrement. Hein. Et il joue pas mal. D'ailleurs, pour revenir à la gamine, elle fait le job. Hein. C'est bien. Pour une gamine de 14 ans, franchement, elle fait le job. Pour moi, le casting joue très bien. Ouais. Oui, ça va très bien. Même le frère qui est assez effacé, qui est joué par l'acteur Tom Fell. Apparemment, il aurait joué dans un 4e opus de Highlander, je crois. Comment dire Alors toi, t'aimes pas non, c'est le 5e, pardon. C'est le 5e de la franchise, pardon. Ouais, donc c'est celui qui est sorti qu'en DVD. Donc déjà, quand t'en as un de la franchise qui sort qu'en DVD, ça sent la douille, on est d'accord. Non, mais je crois que c'est en plus, c'est... je sais même pas dans le 4, j'ai pas de souvenir. Mais si tu veux, c'est pas Christophe Lambert, le héros. Je crois que dans le 5, c'est plutôt celui qui jouait dans la série Highlander. D'accord. Voilà. Okay. Enfin bon, on est plus sur un... Ouais, c'est un direct to DVD, quoi. Donc, ouais, non, mais franchement... Oui, je sais, t'aimes pas Highlander. Voilà. Moi, j'aime bien le premier, pour moi, c'est de la daube, je suis désolé. Ouais, moi, j'aime bien le premier. Non, j'aime bien le premier. Après... Ah, ce film m'a saoulé. Il ne doit en rester qu'un dans la salle de ciné parce que tout le monde s'est fait chier, tout le monde est parti. C'est ça. Et donc ensuite on a Matthew Marsh. Ou crève. Voilà, je l'ai fait. Bon, il a un petit rôle, mais... Bah, il joue qui déjà? Bah, il joue l'ami de Donald Sutherland, mais on sait pas trop s'il est prêtre ou pas, mais il lit beaucoup de pages de la Bible. Bah après, ils étaient tous hyper croyants, donc si tu veux... Ouais. Voilà. Ils étaient tous un petit peu prêtres. Dans l'âme. Ouais, dans l'âme. Dans le corps, partout. Franchement. Bon, il a eu des petits rôles. Pour moi, il est pas... Sa tête ne me... Ouais, c'est une tête de vieux, quoi. Ouais, il est quelconque. Enfin, c'est pas ça. Pour moi, il est pas très connu. Après, dans sa filmo, tu vois qu'il a joué dans Bad Company, des trucs comme ça, mais je l'ai pas retenu. Non, bah même dans le film, je l'ai pas retenu. C'est pas hyper important. Enfin, non. On aurait pu s'en passer à la limite. Lui ou un autre, ça aurait été pareil. Oui. Il y a aussi James Alexander. Ah, le fameux. C'est qui? Si tu le dis. Bon, sa tête, elle me parle plus, mais apparemment, il aurait joué dans un ou quelques épisodes de Skins. D'accord, ok. Mais, ouais. Alors toi qui a kiffé Skins, si tu le retiens pas, c'est qu'il faisait pas partie des têtes d'affiche, quoi. Non. Et après, des films que je ne connais pas. D'accord. Bon. The English. Mais après, s'il a surtout tourné en Angleterre, ça peut jouer. Oui, il a fait... Apparemment, il a fait du théâtre. Oui, apparemment, il a joué dans une adaptation d'Hamlet. Ah, je l'ai pas vu, celle-là. Moi, j'en ai pas vu beaucoup en même temps. Et pour finir, Zoé Thorne,
qui n'est pas la sœur de Bella Thorne, parce qu'elle a un E à la fin de son nom. D'accord. D'accord, c'est tout. Elle aussi, elle aurait joué dans la même adaptation d'Hamlet. D'accord. Elle est surtout connue pour ne pas être la sœur de Bella Thorne, quoi. Donc ça vous dit le niveau de... Alors, non, peut-être personne s'est fait ces réflexions, mais moi, Thorne, ça m'a fait penser à Bella Thorne. Oui, mais ça, comme beaucoup, hein. Ouais, sûrement. Moi, elle n'a pas fait grand-chose non plus. Bon, après le film, il n'a pas fait grand-chose non plus. Hein, on va avouer que il est rentré dans ses frais, c'est déjà ça, mais il a coûté quand même, quand même, il me dira aujourd'hui. Enfin, il a coûté 14 millions de dollars. Ah oui. Ouais, mais c'est rien maintenant en fait. Oui, mais à l'époque, enfin, tu vois, en 2005. Bah ouais, mais je pense que c'était pas, c'était un budget normal, je pense. Mais bon, il a coûté 14 millions de dollars et il en a rapporté au box-office un peu plus de 16 000. Donc c'est pas énorme, quoi. Il est rentré dans ses frais. Bon, après, avec l'international, on va dire qu'il a doublé la donne, quoi. Voilà. Donc, ça n'a pas cartonné, mais au moins, ils sont rentrés dans leurs frais, quoi. Ouais. Largement, ils ont gagné le double. C'est déjà bien, hein. On aimerait tous pouvoir gagner le double. C'est clair. Je te donne 5 €, si tu m'en rends 10, moi je suis content, hein. Ah bah oui, carrément. Donc, voilà, quoi. Donc, bon, maintenant... de quoi ça parle? Donc ça se passe en 1817. Il y a des bruits étranges et des manifestations surnaturelles à la ferme de la famille Bell. Apparemment, un esprit hante la demeure et agresse Betty, la fille adorée de la famille. Elle semble possédée dès que les 12 coups de minuit sonnent. Toujours plus menaçant, il n'épargne aucun membre de la famille et va jusqu'à prononcer une sentence de mort à l'égard de l'un d'entre eux. Oui, j'avais pas envie de le voir. Hein. T'étais pas hypé, c'est vrai. J'étais pas hypé. Après, je n'avais vu ni bande-annonce ni rien. J'étais pas hypé par le titre, déjà. Oui. Les histoires de possession, ça va 2 secondes. Mais surtout qu'il y a beaucoup de films qui ont à peu près ce nom. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'étais pas hypé parce que déjà le titre et ensuite la première scène, qui est la première scène, on va le dire, la première scène du film est purement contemporaine. Ouais. Et ça commençait, voilà, j'y allais pas de bon cœur, hein, voilà. Mais il se trouve que tout le film donc se passe quelle année t'as dit déjà 1817. 1817 et ça change tout. Film un peu d'époque et tout et moi du coup ça me plaît un peu plus. Oui, parce que là, t'es dans une autre ambiance que dans... Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pas une histoire originale. Non. Alors... Attends, Et en plus, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu compliqué. C'est assez compliqué. Parce qu'en fait, l'histoire, elle est basée sur le récit d'Andrew Jackson, qui aurait déclaré qu'il aurait préféré affronter une flotte anglaise plutôt que passer une nuit dans la maison de Belle. D'accord. Même si sa présence dans la maison est contestée, il n'y a aucun document officiel qui va confirmer réellement sa présence ou être témoin d'un incident. Est-ce que quelque part il voulait peut-être pas faire un petit peu son intéressant? Peut-être. Et ensuite, la hantise a été documentée dans le livre de M.V. Ingram. D'accord. Une histoire authentifiée de la célèbre sorcière Belle. Ok. Et de ça, Brent Monaghan a écrit un livre qui s'appelle The Blair Witch, American Hunting, The Famous Bell Witch. Waouh. C'est un titre assez long. Ouais, surtout qu'il s'est dit tiens, je vais prendre tout ce qui marche. Et donc Blair Witch. Je vais mettre la sorcière Belle dedans. Enfin, ouais. Non, mais c'est vrai que Blair Witch, du coup, ça a dû attirer des gens. Oui, du coup, c'est aussi... Blair Witch est inspiré de la... Sorcière de Belle. De la sorcière de Belle. D'accord. Aussi. Le réalisateur du film s'est inspiré du livre de Brent Monaghan. Ok. Ce livre a été remis en question par des chercheurs qui ont noté qu'il était
basé sur des récits de seconde main et qu'aucun récit de première main sur la hantise n'a survécu et que les documents de l'époque n'ont pas soutenu l'histoire de la hantise. Ok, alors je vais résumer. Si j'ai bien compris, oui. On a un réalisateur qui s'est inspiré d'un roman, qui lui-même s'est inspiré d'un récit, qui lui-même s'est inspiré d'une légende, où rien n'est prouvé. Voilà. En fait, il est impossible de vérifier si la hantise s'est réellement produite ou s'il s'agissait d'un canular ou d'une première légende urbaine. D'accord. Et j'ai envie de te dire, donc on ne va pas spoiler, mais il y a un élément dans le film qui n'apparaît ni dans le roman, ni dans les récits, ni dans tout ça. Ah oui. Et qui rendrait l'histoire beaucoup plus crédible du coup. Voilà. Donc en fait, le film a au moins cet intérêt-là, c'est de rendre les choses plus, peut-être pas logiques, mais en tout cas crédibles. Exactement. Et c'est un petit peu pour ça que je me suis dit ça peut être sympa de le mettre sur ma page à l'époque. Oui, parce que du coup ça en fait pas un film de possession. Oui, c'est pas un énième film de possession qu'on voit d'habitude. Il y a un petit truc en plus. Il y a un trauma de l'enfance et du coup ça rajoute quelque chose à l'histoire qui qui la rend beaucoup plus intéressante et qui nous laisse pas sur notre faim, quoi. Oui, voilà, c'est pas juste il se passe des trucs bizarres, ma fille est possédée. Voilà, on a plus ou moins une réponse. Voilà. Et d'ailleurs, Jo, tu nous raconterais pas l'histoire originelle? La légende, tu veux dire? La légende. Bon, allez, vite fait, hein. Merci. Mais je t'en prie. Cette étrange affaire commença par une série d'apparitions qui ne semblaient pas avoir de lien entre elles. Un jour, John Bell, un riche fermier du Tennessee, chef de famille, tomba sur un chien à l'allure singulière dans son champ de maïs. Saisissant son fusil, il tira, mais il ne put trouver trace de l'animal. Quelques jours plus tard, Bell était avec 2 de ses fils lorsqu'il vit un étrange oiseau, haut perché dans un chêne. L'animal, plus gros qu'une dinde, était inconnu dans la région. Bell le coucha en joue et tira. L'oiseau sembla tomber, ses enfants se précipitèrent, mais ils ne purent même pas trouver une plume. Peu de temps après, Betsy, la fille cadette de Bell, raconta qu'elle passait sous le même arbre quand elle vit une petite fille qui se balançait à une grande branche du chêne. La fillette portait une robe verte et semblait avoir à peu près l'âge de Betsy. 12 ans. Elle tenta de lui parler, mais lorsqu'elle s'approcha de l'arbre, la fillette disparut. Un 4e fantôme, un chien noir qui grondait, apparut plusieurs fois à l'un des esclaves de Bell, qui affirma que l'animal s'était évanoui lorsqu'il l'avait menacé avec un bâton. Ces événements furent suivis par une avalanche d'étranges phénomènes sonores, battements de fenêtres, cognements de portes, bruit incessant de griffes raclant le plancher, grognement sourd de ce qui semblait être un combat entre 2 chiens. Chaque jour, de nouveaux sons s'ajoutaient au premier, gargouillis, cliquetis de chaînes dans toute la maison. Plus inquiétant encore, les montants des lits semblaient être rongés par des rats. Bientôt, tous les membres de la famille furent attaqués dans leur sommeil. On arrachait leur couverture au beau milieu de la nuit, et celui qui s'aventurait à opposer la moindre résistance s'attirait aussitôt une puissante gifle, assénée par une main invisible. Quelqu'un ou quelque chose tirait fréquemment les cheveux des enfants dans l'obscurité, mais Betsy, plus que les autres, semblait être le souffre-douleur préféré de cette force mystérieuse. Bien qu'elle fût encore très jeune, 2 prétendants lui faisaient la cour, espérant bien se marier avec la fille de l'un des plus riches fermiers de la région. L'un d'eux, Richard Powell, maître d'école, était déjà d'un certain âge. L'autre, le plus jeune, s'appelait Joshua Gardner. Betsy semblait lui donner sa préférence, mais ses visites eurent bientôt des conséquences fort désagréables. Chaque fois qu'il venait voir Betsy, la pauvre recevait ensuite la visite de la sorcière des Belles. Les attaques dont la jeune fille était victime se faisaient de plus en plus violentes. Sa famille commença à s'inquiéter de sa santé. Espérant la soustraire à l'influence de la sorcière, ses parents l'envoyèrent chez des amis. Mais la sorcière lui emboîta le pas et les agressions devinrent encore plus terrifiantes. Selon Betsy, elle avait l'impression qu'on l'étranglait. Elle se sentait le souffle court sur le point de défaillir. Son visage était souvent empourpré, comme si on l'avait frappé brutalement. Elle disait sentir des aiguilles et des épingles sur tout le corps.
L'horrible aventure de la famille Bell fit bientôt le tour de la région. Exorcistes et spirites accoururent vers la petite ville d'Adams. Le cœur de leur voix finirent par attirer une réponse du tourmenteur invisible. Réponse qui, elle aussi, se fit graduellement distincte, comme les apparitions. Tout d'abord, la force invisible répondit par des coups aux questions qu'on lui posait, puis par un sifflement, puis par ce qui ne pouvait être qu'un chuchotement, chaque jour plus compréhensible pour ceux qui l'écoutaient. Finalement, la voix se fit forte et claire, bien que la sorcière refusât de répondre quand on l'interrogeait sur ses origines et ses intentions. Je suis un esprit de partout, ciel, enfer et terre. Je suis dans l'air, dans les maisons, partout, à tout moment. Dès que le jour il y a des millions d'années, et c'est tout ce que je vous dirai. Son étrange comportement n'en disait pas plus long sur ses intentions. Tout d'abord, on l'entendit plusieurs fois répéter avec une exactitude étonnante les sermons que venaient de prononcer les 2 pasteurs de la paroisse. Plus tard, elle adopta un vocabulaire obscène qui ne manqua pas d'horrifier les pieuses âmes campagnardes. Au début, elle semblait traiter tous les membres de la famille sur un pied d'égalité, mais elle manifesta bientôt une préférence pour Lucy Bell, épouse de Bell et mère de Betsy, à qui elle témoignait des marques évidentes d'attention. Lucy fut toujours traitée respectueusement par la sorcière, qui, ne se contentant plus de Betsy, s'attaqua aussi à John Bell. Au grand étonnement d'un groupe qui s'était assemblé un soir dans la cuisine des Bell, la sorcière annonça « Je suis décidé à hanter et à tourmenter le vieux Jack aussi longtemps qu'il vivra. » Et c'est ainsi que la sorcière détourna son attention malveillante de Betsy au profit de son père, si l'on peut dire, lui infligeant des tourments qui le rendaient fou. Sa langue gonfla au point de l'empêcher de manger et de parler, tout son visage était déformé. Un tic qui, se souvint-il, avait commencé à le déranger à la première manifestation de la sorcière, empira peu à peu. Une volée d'invectives le suivait partout lorsqu'il se déplaçait dans sa ferme. L'enflure du visage dont il souffrait périodiquement devint de plus en plus fréquente et débilitante, le forçant à abandonner son travail et à cesser toute activité. À la mi-octobre 1820, alors que Bell se remettait à peine d'une crise qui avait duré plusieurs jours, il fut de nouveau assailli avec une violence extrême par la force invisible. Le fermier se rendait à la porcherie en compagnie de son fils cadet Richard, qui raconta plus tard l'histoire. Soudain, John Bell perdit un soulier, il le remit et noua bien ses lacets. Quelques instants plus tard, il perdit son autre soulier. Il le remit et noua les lacets, comme la première fois. Père et fils continuèrent ainsi leur route, les souliers du père s'échappant inexplicablement de ses pieds, bien qu'ils fussent, écrit son fils, plutôt justes et même un peu difficiles à mettre. Après avoir soigné les pores, ils rebroussèrent chemin et tout recommença. Mais cette fois, Bell reçut aussi un terrible coup au visage qui le força à s'arrêter pour reprendre son souffle. Il s'assit sur un rondin, puis son visage commença à être agité de contorsions effroyables et après tout son corps, nous dit Richard. Bientôt, le son injurieux de chants moqueurs perça l'air avec une force terrifiante, alors que ces cris démoniaques mouraient au loin en un éclat de rire triomphant. L'enchantement disparut, et je vis des larmes qui roulaient sur les joues de mon père, encore agité de tremblements. Cette attaque laissa John Bell dans le désespoir. « Oh, mon fils, pleurait-il, tu n'auras plus longtemps un père à attendre aussi patiemment. Je ne saurais survivre beaucoup de temps aux persécutions de cette terrible chose. Elle me tue de mort lente et je sens que la fin est proche. » Ce jour-là, Bell prit le lit et ne s'en releva plus jamais. Les semaines passaient tandis que ses forces s'évanouissaient lentement jusqu'à ce qu'un matin de décembre, sa famille le découvre sur son lit, presque dans le coma, le corps noué par les contorsions. On appela un médecin et comme il se penchait sur le malade, la voix familière de la sorcière emplit la chambre. « Vous perdez votre temps à essayer de soulager le vieux Jack. Je l'ai eu, cette fois. »
Juste avant l'arrivée du médecin, l'un des fils de Belle avait découvert une fiole qu'il ne connaissait pas parmi les médicaments de son père. Personne ne put l'identifier. L'un des témoins interrogea alors la sorcière. « Qu'est-ce que ce flacon ?» La sorcière répondit qu'elle avait concocté la potion et qu'elle en avait fait boire à Belle durant la nuit, ce qui lui a donné son compte. On administra le breuvage à un chat qui sauta en l'air, fit plusieurs tours et tomba raide mort. Belle survécut jusqu'au lendemain matin. La sorcière de Belle prit congé de la famille peu après, non sans intervenir une fois encore et proférer une dernière menace. Betsy Belle, qui avait maintenant 16 ans, avait finalement accepté d'épouser Joshua Garner. Elle préparait son mariage lorsque la sorcière s'occupa d'elle à nouveau. Cette fois-ci, le tourment prit la forme d'un supplique. De grâce, Betsy Belle, n'épousez pas Joshua Garner, répétait sans relâche l'esprit d'une voix géniarde, tant et si bien que la jeune fille, n'en pouvant plus, annula la cérémonie. Elle se maria plus tard au maître d'école, qui mourut alors qu'elle avait à peine dans la trentaine. Elle resta veuve jusqu'à sa mort à l'âge de 86 ans, en 1890. Dans sa dernière communication avec la famille, l'esprit promit de revenir au bout de 7 ans. À la date fatidique, seule Lucie et ses 2 fils vivaient encore dans la maison. La visite fut marquée par quelques bruits insolites mais inoffensifs. Ce fut la dernière fois que les Belles eurent à souffrir directement de la colère de l'esprit, bien que certains des nombreux descendants de John Bell aient choisi d'attribuer leurs divers malheurs à sa malice indomptable. Alors, Sandy, à défaut d'être... je sais que tu faisais pas partie de l'équipe technique du film, mais est-ce que tu n'aurais pas 2-3 petits secrets de tournage pour nous ? Oui, j'en ai quelques-uns, enfin des secrets, je sais pas si c'est vraiment des secrets, mais plus maintenant déjà... en tout cas, hein. En tout cas, le film a été tourné essentiellement à Montréal et à Bucarest. Donc pas du tout là où il est censé se passer. Hein. Non. C'est quoi, Tennessee, non ? Je sais plus. Oui, dans le Tennessee. C'est dans le Tennessee, ouais. Oui, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais officiellement, l'État du Tennessee valide cette histoire. Bah, tu m'étonnes. Ah bah, attends, pour l'État du Tennessee, l'histoire est basée sur des vrais documents. Ouais, bah, attends, le tourisme, c'est important. Et même, le président Jackson a approuvé, il y a 150 ans. Puis après, il a chanté Thriller... tout ça. Ah, c'est pas le même, je suis désolé. Ah merde, pardon. Est-ce que Michael Jackson n'a jamais été président ? Remarque, ça pourrait être pire, il aurait pu être ministre de la jeunesse. Oh putain, on rentre pas là-dedans. Contrairement à lui. Non. On ne se mêle pas des histoires comme ça, cet homme est mort. Donc, sinon à part ça, Sissy Spacek a beaucoup aimé jouer dans ce film parce que par rapport à son personnage, elle est un peu comme elle est américaine, elle vit dans une ferme, donc du coup c'est raccord. Ouais, c'est raccord, ouais, c'est un... Ouais, là c'était... oui, il y avait pas trop à se faire chier, Elle changeait même pas, hein. Elle partait de chez elle comme ça, il disait tu joues comme ça, ouais, parce que... Ah ouais, la meuf elle est habillée en Caroline Ingalls tout le temps, en fait. Et James Darcy, donc qui joue le rôle du professeur un peu amoureux de la fille. Oui, un peu, on va dire ça. Un petit peu. A beaucoup aimé jouer Richard Powell parce que pour lui le personnage avait une double personnalité, ce qui rendait les choses intéressantes et que ça lui ressemblait beaucoup. D'accord. Alors, je vais lui dire une chose à cet acteur. Hein. Oui. La double personnalité ne m'a pas transcendé dans le film. Alors, moi non plus. Alors, c'est un mec qui est plutôt cartésien dans le film. Oui. Il n'y a pas besoin de sortir Saint-Cyr pour comprendre qu'il est amoureux d'une enfant. Oui. Hein. Parce que ça gêne personne. Hein. Non. Hein, ça gêne personne. Ah, c'était une autre époque. Hein. Autre époque, autre mœurs. Mais bref, mais il n'y a pas de double... Enfin, j'ai pas ressenti ça, quoi. Bah lui, l'a vu. Il l'a vu dans son jeu, dans l'histoire, dans le script, il a vu tout ça. Bah écoute, tant mieux. Moi j'ai envie de te dire tant mieux. Après, bon, il joue plutôt bien, donc ça le fait.
Donc l'actrice qui joue Betty Bell, Rachel Hurd Wood, a préparé son rôle de manière intensive et rapide, parce qu'entre le casting et le début du tournage, il s'est déroulé que 2 semaines. Oui, c'est court. Donc pendant ces 2 semaines, elle a pris des cours d'équitation, elle a travaillé sur la voix et a répété des scènes. Non, mais bravo, j'ai envie de dire, parce qu'à 14 piges, ouais. Hein, on est quand même à une époque où ils sont crevés parce qu'ils ont fait 1h30 de TikTok. Donc là, non, ça devait être des bonnes journées quand même. Hein, Et d'ailleurs, quand elle a reçu le script, elle n'a pas pu s'arrêter de le lire. Arrivée à la dernière page, elle était littéralement terrifiée et elle tremblait. Ouais, bon, elle est peut-être un peu fragile. Hein. Donc direct, elle a appelé son agent. Elle a dit « Je veux ce rôle absolument ». Et le réalisateur, Courtney Solomon, au début, il était pas chaud parce que lui, il voulait quelqu'un de plus âgé. Je pense que c'est par rapport à l'amour entre le prof et elle. Non, je pense aussi que c'est peut-être une question pratique. C'est peut-être, enfin, on dira ce qu'on veut, mais c'est peut-être moins compliqué de faire jouer une gamine de 16-17 ans, même si elle a l'air jeune, qu'une gamine de 14, parce que ça tient peut-être plus le coup, peut-être que c'est plus facile. Pourquoi ils font jouer des mecs de 30 ans et on fait croire qu'ils en ont 20? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est aussi parce que c'est mais beaucoup souvent ça se voit. Hein. Ah oui, ça se voit. Oui, peut-être qu'après il y a ça aussi, tu vois. À 14 ans, mine de rien, t'es encore une enfant, tu vois. Ouais. Du coup, elle s'est battue et elle a réussi à obtenir le rôle. Et d'ailleurs, elle a eu un prix pour ce rôle. Oui, elle a été nommée au Golden Trailer Award dans la catégorie meilleur film d'horreur, ainsi qu'au Teen Choice Award, avec 2 nominations, dont celui du meilleur cri. Ah oui, donc pardon, autant pour moi, elle a pas eu le prix, elle a été juste nominée, quoi. Oui. Et alors, j'ai entendu parler d'une histoire d'escalier. Oui, en fait, il y a une scène où elle glisse elle monte des escaliers sur le dos. Et en fait, elle se cognait les pieds tout le temps sur les marches. Donc le réal lui a bandé les pieds, mais bon, ça faisait moins mal, mais ça faisait quand même mal. Donc c'était assez difficile à tourner pour elle. D'accord. Ouais. Par contre, elle parlait de ses pieds, de ses talons, on va dire. Par contre, son cul, rien, quoi. Non. Parce que j'ai souvenir de la scène, bon, le cul, elle morfle aussi quand même un peu. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Hein, Mais pour elle, la scène qui l'a plus impressionnée, c'est de se retrouver dans la forêt en plein hiver habillée d'une simple robe. Ah tu peux la comprendre, toi t'es un cul gelé, je pense que tu te caillerais quand même. Hein. Ouais. Parce que pendant toutes ces années, sa maman, elle lui a dit « Mets ton blouson ! Et là, les autres, non, vas-y, sors à poil. Elle est pas à poil, elle est en robe. Ouais, c'est juste une robe en tissu, quoi, le truc, à mon avis. Il y a mieux comme coupe-vent, hein. Tu m'excuseras. Mais... Surtout que dans le film, souvent, il fait un temps de merde, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, d'ailleurs, pour Sissy Spacek, la scène qui l'a le plus marqué, c'est les escaliers, la scène des escaliers avec la gamine. Ouais, c'est une scène rapide, hein. On fait pas plus attention que ça, mais c'est vrai qu'à tourner, ça devait être particulier, j'ai envie de dire. La musique a été composée par Ken Davidson. Rien à voir avec les célèbres motos. Hein. Non, rien à voir. Comme Bella Thorne. Hein. Son mérite à lui, c'est de ne pas avoir le lien de parenté avec le fabricant de motos. C'est cool. Et donc, c'est un album de 19 chansons. Bon, c'est de la musique d'ambiance de film. Hein. Mais qui est assez cool. Ouais, cool. Alors, rien d'original par rapport à ce genre de film. Oui. Mais plutôt de bonne facture, j'ai envie de dire. Il y a des trucs très très doux avec ces genres de petites voix ou des moments un peu plus durs. La musique s'adapte bien aux scènes, en fait. C'est ça. Je vois pas trop l'intérêt de l'écouter en dehors du film, à moins qu'on soit vraiment qu'on ait vraiment un délire pour ce genre de musique. Mais par contre, pour le film, elle fait le job bien comme il faut. Ouais, tout à fait.
Moi, sinon, du coup, Jo, qu'est-ce que t'as pensé du film? Alors, bonne question. Excellente question. Non. C'est vrai que j'ai mis longtemps à le voir. Oui, je savais qu'au bout d'un moment, il fallait qu'on le voit que je le vois en tout cas pour enregistrer. Oui, c'est vrai que les histoires de possession, c'est pas trop ma came. Mais là, là, c'est plutôt bien passé. Le petit truc en plus du film, Contera, fait toute la différence. Ouais. Et puis, j'aime bien les paysages, j'aime bien l'époque. Les acteurs, il n'y a rien à redire. Après, j'ai pas grand chose à dire sur le film en soi. Mais j'ai passé un bon moment en fait. Bon, c'est cool. Ouais. J'ai passé un bon moment. Après, j'ai pas. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas non plus un film nul. C'est un bon film, comme il y en a beaucoup. Mais celui-ci, pour moi, il sort son épingle du jeu par rapport aux autres films de possession. Ouais, je le recommande. Et toi, pourquoi t'as voulu en parler? J'ai voulu en parler parce que déjà j'en ai parlé sur ma page. Oui, mais pourquoi t'en as parlé sur ta page? Pourquoi j'en ai parlé sur ma page? Parce que, en fait, à sa sortie, parce que j'ai dû le voir un an après sa sortie, et je m'attendais à un énième film de possession, et la fin m'a surpris. Du coup, je me suis dit, c'est vrai que ça change. De cette époque-là, je me souviens pas qu'il y en ait beaucoup avec un petit final sympa. Ouais. Mais attention, c'est pas un twist. Faut pas non plus s'attendre à un twist. Non, c'est pas un twist. Ça arrive doucement, on comprend le film. Et justement, c'est pas un twist où à la fin on se dit oh merde, d'accord, c'est pour ça. Non, ça arrive. Non. Voilà, mais on comprend tout. Le paranormal peut-être un peu moins, mais là on peut se faire ses propres idées, mais en tout cas tout ce qui se passe on peut le comprendre. C'est ça. Puis après l'ambiance t'es sympa, oui, l'époque, tout ça, je pense que ça joue énormément. Fait, si j'avais dû renommer le film, ça serait Charlie Ingalls contre Pazuzu. Ouais, voilà, exactement. On y est, On y est, c'est ça, c'est à peu près ça. Mais qui est peut-être moins oppressant que l'Exorciste. Oui. Mais qui bouge plus. Ah ouais, oui. Oui, mais là, parce qu'on n'a pas de l'Exorciste, on a quand même beaucoup de scènes où c'est est-ce qu'on doit ou pas faire un exorcisme. Enfin, c'est très très psychologique même au niveau du curé. Là, il y a pas de problème. Il y a une couille dans une famille. Ils veulent comprendre et après ils veulent que ça s'arrête. Ouais, parce qu'ils ont tous des théories. Et oui, ils pensent que c'est ils essayent des trucs pour voilà. Donc non, voilà, ça bouge pas mal, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'action. Oui, un peu, ouais. Par contre, si vous voulez le voir, c'est un chouïa plus compliqué pour l'instant. Oui. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Parce qu'il a été à un moment sur Prime. Évidemment, il est plus. Donc là, le seul moyen de le voir, vraiment, c'est en DVD sur Amazon, assez cher, je trouve. Ouais, ça varie entre 20 et 40 euros le DVD. Pour un film qui a 20 ans, bientôt. Oui, peut-être que la Fnac ou Rakuten, tu peux le trouver. Ouais, nous on a cherché que sur Amazon. On a cherché que sur Amazon, mais c'est pas de Blu-ray par contre. J'ai pas trouvé de Blu-ray. Je sais même pas s'il est sorti en Blu-ray. C'est ça, donc c'est du DVD. Après, peut-être qu'il va être mis sur une plateforme. Les plateformes, ça vient. Il y a des acteurs assez connus, mais ça reste un petit film, malgré ses 14 millions. Oui, non, mais regarde, la photographie, elle est plutôt jolie. Oui. Non, les 14 millions... Après, Donald Sutherland, je pense pas qu'il prenne un SMIC, tu vois. Oui, non, mais voilà, je pense que... Déjà, il y a un budget acteur, il y a un budget... Je pense que les cachets ont été la principale dépense. Je sais pas, ça coûte cher un film maintenant. Ouais, mais tu il y a du monde malgré tout qui sont moins chers.
c'est un petit film, mais il y a du monde qui travaille dessus quand même. Hein, donc, oui, tout à fait. Hein, c'est pareil, l'autre il a fait combien la BO là? Il a eu un paquet de titres, hein, il a pas dû faire ça pour 200 balles. Oui, voilà, je pense qu'il y a tout ça, oui, qui rentre en compte. Non, c'est pour ça que 14 millions, ça me choque pas. Aujourd'hui, les assurances. Oui, non, mais c'est vrai, tu vois. Oui, surtout quand tu fais jouer une mineure. Ouais. Non, je pense que 14 millions, c'est vraiment un... Même pour l'époque, on était en bas de ce qu'on pouvait faire. Hein. Pour ce genre de film, en tout cas. Ouais. Si on veut un film qui passe au ciné et qui soit joli à regarder, quoi. Parce qu'il est joli à regarder. Oui, l'image est belle. La photo est belle. Enfin bref, donc soit attendez qu'il soit sur une plateforme. Oui, qu'il soit remis sur une plateforme. Ou... Achetez-le en DVD ou adoptez une autre méthode. Ouais, parce que même en location, j'ai pas trouvé. Non, mais là pour l'instant, il est tombé aux oubliettes et puis il reviendra. Oui. Peut-être Shadows un jour, pourquoi pas. Peut-être Shadows. Ouais. Est-ce que tu as eu des commentaires pour ton précédent film, Hangman? Oui, j'en ai eu quelques-uns. D'accord. On a Cinéphile BZH. Je n'ai pas aimé. On ne connaît pas les motivations de la personne, c'est frustrant. La fin nous laisse sur notre faim. Oui. Mais est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce qu'un méchant, un tueur, ce que tu veux, a besoin forcément de motivation? Non, quand il y a une folie et... C'est ça. Alors après, on peut comprendre qu'on n'aime pas, mais même s'il est motivé, c'est vrai que ses motivations, elles sont tordues. Hein, il veut qu'on lui dise je t'aime et après il tue des gens. Mais ça reste une motivation. Oui, le pouvoir dominer des gens et foutre la merde, je pense que c'était une des motivations. Alors ensuite, nous avons Gordy Stan. Pas vu celui-là, mais j'ai failli le confondre avec son éponyme de 2017 avec Al Pacino. On l'avait prévenu. On l'avait dit. Effectivement. Le film avec Al Pacino qui a le même nom. Mais là, c'est plus une enquête. Oui, il y a un tueur en série, mais c'est plus une enquête. Ponce les films. Je connais plus vu. Évidemment. C'est Ponce les films. Ça va être très très dur de faire découvrir des films à Ponce les films. Mais, on ne désespère pas. Hein. Non. Et pour finir, les oubliés de l'horreur. Merci pour la découverte. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de répondre de rien? Je lui ai répondu de rien, avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour pour ce film? Moi, je pense. Bon, on a sûrement oublié plein de trucs, hein, mais... On a dit l'essentiel, je pense. Oui, je pense, ouais. Avant de se quitter, je voulais vous recommander une chaîne YouTube, Toahir House, T-O-A-H-I-R, et plus loin House, comme une maison en anglais. Merci de préciser. Oui, mais comme je parle pas bien anglais, on va dire ta prononciation elle est pas bonne. Ta prononciation elle est pas bonne. Mais non, mais t'as eu raison. Et donc, Toahir House, c'est une chaîne YouTube de critique de films d'horreur. Oui, où il présente il présente ses achats, dont ses Blu-ray, ses DVD, ses figurines, et critique, analyse de films, classement d'épisodes de saga. Ouais. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est quand il regarde une bande-annonce. Oui, réaction des trailers, ouais. Une réaction des trailers, et j'aime beaucoup. Et en plus, souvent, je tombe d'accord avec lui. Oui, c'est vrai. J'ai plutôt, au niveau de ce qu'il pense des films, en règle générale, ça peut jamais être à 100%, mais je suis plutôt d'accord avec lui. Oui, carrément. Même s'il doit sûrement aimer beaucoup plus les films de zombies ou de possession que moi, parce qu'il a l'air d'être beaucoup plus ouvert. Mais non, dans l'ensemble, je suis plutôt... il a été hypé par le Winnie l'ourson 2, là, qui doit sortir. Et moi aussi. Oui, franchement, moi j'ai hypé pour le 1, je suis hypé par le 2. Oui, c'est vrai que quand il avait fait sa vidéo où il en parlait.
Il est sympa. Non, puis il est agréable à écouter, il articule bien. Voilà. Moi, je l'aime bien. J'aime beaucoup. Moi. Il est posé, il est sympathique. Il a des bonnes analyses. Il m'a fait découvrir quelques films. Ouais. Mais c'est même pas que j'étais passé à côté, c'est que j'ignorais totalement leur existence. Donc ça, c'est plutôt cool si vous voulez enrichir votre... Culture horrifique. Voilà. Et donc, pour finir, je voudrais le remercier parce que j'ai participé à un de ces petits concours et j'ai gagné. Ce qui n'arrive jamais. Hein. Jamais. Donc, je suis très contente. Merci à lui pour ce petit jeu très sympathique parce que c'était des petites questions. Il fallait... Ah oui, le concours, il est accessible à tous en plus. Oui, enfin, je veux dire, oui. le concours est accessible à tous. Regardez ces vidéos et... Voilà. Et non. Et en plus, oui, t'as gagné un film qu'on aime beaucoup. Ouais, en plus. The Love, The One. Donc on est vachement content. Ah ouais, je suis hyper contente. Donc un grand merci. Ouais, merci beaucoup, toi, hier. Avant de se quitter, vous pouvez aussi nous écouter dans HP le podcast. Je vous rappelle que TCP, c'est aussi une page Instagram où vous pouvez me laisser des commentaires ou des MP en me disant si vous avez aimé ou non ce film. Les commentaires seront lus dans le prochain épisode, car maintenant, tu connais ce film. On the wall. After that, shuffling. And then it clapped on the cheek half a score times. There's something evil here. Who's there? Show yourself! Betsy appears to suffer from violent nightmares. We didn't imagine any of this. You were there, you saw it. Are we all having nightmares now, Professor? Do you believe in the Lord? Don't you? I used to. What does it want?